La matière noire, qui constitue environ 80% de la matière totale de l'univers, reste l'un des plus grands défis scientifiques de notre époque. Invisible et détectable uniquement par ses effets gravitationnels, elle est essentielle pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies. Alors, pour lever le voile de mystère qui l'entoure, nous avons l'honneur de recevoir Françoise Combe, professeure des universités au Collège de France au laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère, présidente de l'Académie des sciences, lauréate de la médaille d'or du CNRS en 2020. Elle échange tout de suite avec Caroline Tourbe, journaliste au Point, sous vos applaudissements nourris, mesdames, messieurs. Alors, Boris, vous l'avez dit, la matière noire, c'est l'un des plus grands défis de la physique. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec vous. Françoise Combe, bonjour. Bonjour. Je ne pense pas qu'on pouvait réveiller mieux comme guide pour partir à la rencontre de la matière noire. Donc, ma première question est assez simple. Quand on regarde le ciel, on voit la lumière des étoiles, et puis il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est ça, en partie, la matière noire ? Tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est de la matière invisible. Invisible, on l'appelle noire parce que justement, elle ne rayonne pas. Donc, il n'y a pas de rayonnement qui n'absorbe pas la lumière non plus. Mais par contre, à mon avis, le terme noir est un petit peu faux parce que, comme il en existe probablement dans cette salle, elle est invisible, donc transparente. En fait, le rayonnement passe à travers. Et donc, c'est plutôt matière transparente qu'il faudrait dire. Donc, en effet, elle correspond à une quantité énorme de matière dans l'univers, 80% de la matière. Et donc, s'il n'y avait pas cette matière noire dans l'univers, on n'aurait pas la formation des galaxies, la formation des structures, des étoiles, des planètes. Donc, on ne serait pas là pour en parler. Donc, il faut absolument qu'il y ait cette matière invisible. Et si on ne la voit pas, on la détecte quand même. On la détecte de façon indirecte, comme vous l'avez dit, par sa gravité. Justement, on sait de quoi nous sommes composés, et beaucoup des choses que nous voyons, on sait de quoi elles sont composées, d'atomes, d'électrons. La matière noire, on ne sait pas de quoi elle est composée, mais comment est-ce qu'on sait qu'elle existe ? Et on a des indices sur son existence, des observations ? Depuis très longtemps, on fait remonter à Zwicky. Zwicky est un astronome suisse qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, en fait, et il avait eu l'idée de regarder les mouvements des galaxies dans l'amas de Coma, un grand amas de galaxies où il y a 1000 galaxies qui ont des vitesses les unes par rapport aux autres. Mais ces vitesses qu'il mesurait étaient très très grandes, 1000 km par seconde, c'est quand même beaucoup. Et donc il avait calculé un petit peu l'équilibre gravitationnel de cet amas de galaxies. Et donc s'il n'y avait pas beaucoup de masse, alors à l'époque il y avait 500 fois plus de masse invisible que de masse visible. Il y avait encore plus de problèmes de matière noire, mais entre-temps on en a découvert de la matière qu'on ne voyait pas et qui tout d'un coup est devenue visible, mais dans d'autres longueurs d'onde. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle visible, c'est l'optique, le rouge, le bleu, jusqu'à tout ce qu'on voit à l'œil humain. Mais en fait, entre-temps, on a pu faire tout le spectre électromagnétique, donc aller de la radioastronomie, donc les ondes radio, qui sont des ondes lumineuses aussi, mais qu'on ne voit pas, jusqu'aux rayons X et aux rayons gamma. Et on s'est aperçu que dans cet amas de Coma, que regardait Zwicky, il y a énormément de matière très chaude, matière ordinaire comme nous, d'atomes, mais qui est ionisée, qui a 10 millions de degrés, très très chaud, donc c'est un plasma d'électrons-protons. Et il y a beaucoup plus de matière chaude, très très chaude, qui émet en rayons X, que de matière dans les galaxies. 10 fois plus. Donc déjà, on avait trouvé 10 fois plus de matière qu'avait vu Zwicky. Premier indice. Donc tout d'un coup, la matière noire, il y en avait beaucoup moins. D'accord. Alors, si elle est si difficile à voir, c'est parce qu'elle est difficilement donc détectable. Elle interagit très peu avec la matière que l'on connaît. Avec rien du tout. Elle n'interagit avec rien du tout, et c'est pour ça qu'on a du mal à détecter. Donc, elle n'interagit que par la force de gravité. Donc, la gravité nous permet de la détecter. Alors, par exemple, donc, dans l'amas de Coma, il y avait énormément de mouvements, donc beaucoup d'énergie cinétique, et qu'il fallait compenser avec l'énergie gravitationnelle. Mais c'est la même chose dans les galaxies, en fait. Une galaxie, c'est comme un disque. La Voie lactée, notre galaxie, est comme un disque où la matière tourne autour du centre. Donc, on a des étoiles qui tournent, du gaz qui tourne, et avec le gaz, on a des raies de gaz. L'hydrogène, c'est le principal gaz dans l'univers. Donc, on a détecté le gaz d'hydrogène, proton, électron, le plus simple des atomes. Et ce gaz d'hydrogène a une raie hyper fine, qui se trouve à 21 cm de longueur d'onde, donc en radioastronomie. Et on a pu détecter cette raie et avoir avec ça un effet Doppler. Un petit peu comme on mesure la vitesse des voitures, en regardant un petit peu le reflet et donc la longueur d'onde qui est modifiée par leur mouvement. Ici, c'est pareil.
la longueur d'onde est modifiée de l'objet qui émet cette lumière est modifiée. Et donc, on mesure la vitesse du gaz. La vitesse du gaz nous dit qu'il y a énormément de vitesse, en fait, dans la Voie lactée, et que si on n'avait que la matière visible, les étoiles, le gaz, eh bien, on aurait des vitesses bien moindres. Donc là, les vitesses sont trop grandes, donc on dirait une force centrifuge qui va l'éloigner et détruire toutes les galaxies, ce qui n'est pas possible. Donc on est obligé d'imaginer qu'il y a énormément de matière invisible, matière manquante en fait, qu'on appelle matière noire, et c'est ainsi qu'on la détecte. C'est par la force de gravité qu'on la détecte. Et historiquement, si on revient un peu sur cette quête de la matière noire, la quête de la nature de la matière noire, quels sont les principaux candidats, les premiers qu'on a pensé être les bons candidats pour être la matière invisible? Alors, cette matière invisible, Zwicky, je parlais de Zwicky, on avait aussi Vera Rubin, qui a détecté la première les mouvements dans une galaxie, donc ce que n'avait pas fait Zwicky, parce qu'il pensait que les étoiles étaient visqueuses et il n'y avait pas de problème, on ne pouvait pas déterminer la matière noire dans une galaxie. Vera Rubin l'a fait. Et donc, les premiers candidats, à l'époque, étaient de la matière ordinaire. En fait, on ne savait pas exactement qu'il y avait une matière exotique faite de particules différentes. Et ça, on l'a appris plus tard. D'abord, on l'a appris parce qu'on sait que la matière ordinaire se forme au début de l'univers dans un Big Bang, qui fait le début de l'expansion de l'univers. Et on appelle ça de la nucléosynthèse primordiale. Dans les premières minutes de l'univers, on forme l'hydrogène, l'hélium, etc. Et on sait que cette nucléosynthèse primordiale, elle n'est valable. On a la bonne abondance de l'hélium sur le Soleil, par exemple, ou le deutérium, que si l'univers n'est formé qu'à 5% de matière ordinaire. Et ça, on l'a appris assez tôt, dans les années 40, 50. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que s'il y a plus de matière, ça ne peut pas être la matière ordinaire. Et donc, il faut de la matière exotique, quelque chose. Et on va voir aussi, peut-être, si on a le temps, de dire qu'on l'a aussi appris parce que la matière noire s'effondre pour former des structures bien avant que la matière ordinaire ne puisse s'effondrer. Et donc, pour ça, il faut qu'elle n'interagisse pas avec la lumière. Et c'est pour ça qu'on a besoin de matière noire dans l'univers pour former les structures. Alors justement, donc, petit à petit, on ne sait pas ce qu'est la matière noire, certes, mais on sait très bien ce qu'elle n'est pas. Ce sont ça, ces expériences importantes qui, au fur et à mesure de cette quête de la matière invisible, la matière noire, voilà. on a mené. Donc qu'est-ce qu'elle n'est pas? Alors justement, on a eu ces principaux candidats. Ouais. À partir de 1985 à peu près, on s'est aperçu qu'il y avait de la matière exotique et qu'il y a eu un candidat qui s'appelait WIMP en anglais, ça veut dire Weakly Interactive Massive Particle. Alors Weakly Interactive, ça veut dire qu'elle interagisse par l'interaction faible. Alors on sait que dans les forces de la nature, il y en a plusieurs. Il y a la force électromagnétique, on est très familier avec cette force électromagnétique. Il y a la force de gravité, et puis il y a les forces nucléaires qui est faible et forte. Forte, c'est la réaction qu'il y a dans les noyaux, alors que faible, c'est un peu plus... Bon, c'est plus faible. Et donc, comme cette matière invisible n'interagit avec rien du tout, elle ne pouvait éventuellement interagir qu'avec la force faible. Donc, c'est cette particule-là qu'on a essayé de détecter par des détecteurs que l'on mettait, par exemple, sous les montagnes, pour essayer de s'affranchir des rayons cosmiques et de toutes les contaminations à très grande profondeur. Ouais. Par exemple, le tunnel du Mont Blanc, le Grand Sasso, etc. Et aux États-Unis, pareil. Et donc, on mettait des détecteurs qui, au départ, c'était quelques kilogrammes de germanium, de niobium. C'était difficile parce qu'il fallait éviter qu'il y ait des radioactivités qui pourraient produire la contamination aussi. Donc, il fallait le purifier. Aujourd'hui, on en est encore dans le Grand Sasso à détecter des tonnes de xénon liquide qu'il a fallu aussi nettoyer, faire quelque chose de très pur. Et avec ces tonnes, donc, on a bien appris au cours du temps, puisqu'à partir de 85, on a fait ces expériences de détection directe. Alors, par exemple, une particule de matière noire qui tomberait, alors d'abord, on serait nettoyé par la montagne, il n'arriverait que la matière noire qui tomberait sur le détecteur, il y aurait un recul du noyau, et là, on ne l'a jamais détecté. Et par contre, la limite supérieure est descendu, et donc on a éliminé pas mal de candidats, mais il en est resté un, ce fameux WIMP, qui provient de quoi? En fait, elle provient au-delà du système standard de particules élémentaires. En fait, on connaît bien maintenant toutes les particules élémentaires. On sait que, par exemple, le proton et le neutron, dont nous sommes faits, est fait de quarks. Les particules les plus élémentaires, c'est des quarks.
Et toutes ces particules, on a certaines symétries entre elles qui permettent d'avoir un équilibre, toute une hiérarchie de particules. Mais par contre, dans le système standard de particules, il n'y a aucun candidat pour la matière noire. Donc il fallait inventer autre chose et inventer une symétrie, une supersymétrie. Alors pour dire en bref, il y a quand même deux types de particules, les fermions et les bosons dans la nature. Les fermions sont des particules qui ne sont pas grégaires. À chaque fois qu'il y a par exemple 2 chaises, il y a une personne par chaise. Personne ne sait. Et, par contre, il y a des bosons qui sont très grégaires. Oui. Et par exemple, on peut dans un métro tasser des tas de personnes. On n'a pas besoin de chaises. Donc les bosons s'accumulent en une grande quantité. Et donc on a supposé que tout ce que les particules dans le modèle standard dont nous sommes faits sont des fermions en général, sauf les particules d'interaction. Donc on suppose qu'il y a une supersymétrie qui fait correspondre à chaque fermion un boson. Et donc, la particule le principal candidat, c'était un boson qui est sa propre antiparticule. En fait, elle va s'annihiler entre elles. Pourquoi ? Parce qu'elle est neutre. Et il y a beaucoup de particules comme ça qui sont un bon candidat. Et donc, il y a 2 conditions qu'il fallait. Il fallait non seulement que cette particule existe, essayer de prouver qu'elle existe, mais aussi qu'il en reste assez pour former les 25% du contenu de l'univers qui est fait de matière invisible. On sait aujourd'hui que c'est 25% du contenu total de l'univers. Donc il faut quand même tomber pile sur ces 25%. Et pour cela, il fallait qu'il y ait une certaine masse de cette particule. Ce WIMP devait faire à peu près 125 fois la masse du proton. Alors, bien justement, le gros problème, c'est qu'on a tenté de le fabriquer, cette particule. Parce que dans les accélérateurs, comme le CERN, où on a des collisions de protons, les uns avec les autres, on les amène avec des vitesses relativistes, et on arrive avec l'énergie E qui est égale à mc2, faire des masses, des particules. Et donc, dans ces collisions, on pouvait former des particules de 100 fois la masse du proton. On a d'ailleurs détecté en 2012 le boson de Higgs, qui fait 100 fois la masse du proton environ. Et puis, on est allé beaucoup plus loin, 10 fois plus. Maintenant, on a beaucoup plus d'énergie. Et on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé de particules supersymétriques. On n'a pas trouvé ce fameux candidat WIMP. Et donc, on est revenu à l'état initial où on est en train de chercher des candidats. Des candidats. Donc, on a passé le premier quart du XXIe siècle et c'est là qu'on en est de notre rencontre avec la matière noire. Exactement. On sait ce qu'elle n'est pas, on ne sait pas encore ce qu'elle est, mais donc il y a de nouveaux candidats. Il y a de nouveaux candidats. Il y a notamment l'action. Alors, il y a aussi, on est passé par des neutrinos stériles aussi, qui sont encore un petit peu étudiés. Encore un peu, d'accord. Bien qu'il y ait des contraintes de plus en plus. Les neutrinos stériles, qu'est-ce que c'est ? On a des neutrinos dans le modèle standard qui ont une toute petite masse. On sait qu'ils ont une masse parce qu'ils s'échangent entre eux. Il y a des électrons, des muons et des taux. Et puis il y a des électrons qui correspondent à des neutrinos qui correspondent à ces électrons, donc neutrinos électroniques, neutrinos muoniques, etc. Donc il y a 3 saveurs de neutrinos. Ils s'échangent entre eux. Et comme ils s'échangent entre eux, on sait qu'ils ont une masse. Mais elle est tellement petite qu'elle n'est pas mesurable. Alors, on peut se servir de l'astrophysique pour le faire, parce que lorsque les particules sont très, très, très petites, elles ont un libre parcours moyen très grand, elles sont très relativistes, et elles empêchent les petites structures de s'effondrer. C'est une pression de radiation, en quelque sorte. Et donc, si on regarde la structure des galaxies, des filaments, etc., et si on voit qu'il y a des petites structures qui manquent, on peut en déduire la masse du neutrino, qu'on ne peut pas détecter directement sur Terre. Alors, on est tombé à des masses très, très petites qui ne peuvent pas du tout contribuer à la matière noire. D'accord. Donc, on a inventé un autre neutrino stérile, parce que l'autre est actif, on le détecte, le neutrino. Donc, des neutrinos stériles qui ne sont pas dans le modèle standard et qui sont encore un des candidats. Un candidat qui tient la rampe. D'accord. Ouais, pas encore très bien. Est-ce qu'il y en a encore un ou deux en très bref que vous pourriez une action, en effet. Alors, cette action... au départ, c'était une particule qui était supposée correspondre à des violations de parité. Je n'irai pas plus loin parce que ça nous amènerait très très loin. Mais aujourd'hui, on est en train de supposer qu'il y a des particules qui ressemblent aux actions, mais qui ne sont pas les actions qui étaient proposées au début, mais qui sont d'une masse extrêmement faible. On appelle ça ultra légère, ultra légère, parce qu'il y a 10 puissance 20 fois moins qu'un neutrino ordinaire. Donc il faudrait avoir 1 et puis avec 21 0 au-delà. Donc c'est inimaginable. C'est quelque chose de tellement faible que la longueur d'onde quantique, la longueur d'onde de De Broglie était
le physicien qui avait inventé cette longueur d'onde, parce qu'il y avait des dualités entre les particules, qui étaient des particules ou des ondes. Donc il y a une longueur d'onde pour chaque particule, et cette longueur d'onde est inversement proportionnelle à la masse. Donc comme la masse est très petite, la longueur d'onde de Broglie de cette particule action, elle fait 3000 années-lumière. Donc ce n'est pas du tout quantique. Hein, ça, le quantique, ce serait très très petit. Là, on a des particules quantiques à l'échelle astronomique. Et donc ça nous pose des contraintes de cette matière invisible, car en effet, il y a ces fluctuations quantiques qui sont là tout le temps, qui ne s'amortissent jamais, et qui chauffent les galaxies et qui nous permettent d'avoir des contraintes sur cette masse. Il y a aussi donc ce premier quart de 21e siècle qui s'achève, et il y a de nouveaux outils, de nouveaux instruments qui ont été inaugurés, lancés. Je pense notamment à James Webb. Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce qu'on en attend quelque chose d'important rapidement? Alors, le James Webb, il nous aide surtout à détecter les galaxies primordiales, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme le télescope spatial Hubble, qui regardait le visible, et là, il regarde l'infrarouge. Alors, comme dans l'expansion de l'univers, les longueurs d'onde sont toutes décalées vers le rouge, donc pour voir des galaxies au début de l'univers, près du Big Bang, il fallait vraiment aller se décaler vers le rouge, ce que ne faisait pas Hubble. Et donc là, avec James Webb, on a détecté énormément de galaxies très massives, très tôt. Et là, c'est encore un mystère. Et peut-être que c'est par là qu'on va peut-être contraindre le modèle standard de cosmologie et peut-être le modèle matière noire. C'est qu'on n'arrive pas encore à expliquer bien pourquoi il y a de telles grandeurs des galaxies très très massives, très près du Big Bang. En fait, ce qu'on pensait autrefois, c'est qu'on forme des toutes petites galaxies qui ressemblent à des amas stellaires comme les amas globulaires, et qu'ensuite elles fusionnent, et qu'elles deviennent très très grosses aujourd'hui. Et là, en fait, on arrive à voir des galaxies très, très massives très tôt. De même que les trous noirs qui sont au centre de ces galaxies. On sait qu'au centre de chaque galaxie, il y a un massif trou noir, un trou noir supermassif. Et donc, dans notre galaxie, il ne fait que 4 millions de masses solaires. Mais dans certaines galaxies, c'est 6 milliards, etc. Et là, à nouveau, on a des trous noirs extrêmement massifs très tôt, qu'on ne comprend pas très bien. Donc là, peut-être on va être en train de remettre en cause le modèle standard et bon, peut-être la matière noire, etc. Oui, parce que c'est quelque chose que nous amène la recherche sur la matière noire, c'est qu'il y a une autre piste plus radicale. Est-ce qu'on peut la qualifier de plus radicale? Avant d'avoir la piste radicale, j'aimerais quand même parler d'Euclide. Oui. Euclide, c'est un satellite que l'Europe a lancé, vous avez raison, oui. donc en 2023. Et il est en train d'obtenir des résultats. Alors, c'est un télescope comme le télescope spatial Hubble. Mais Hubble avait regardé que des parties très profondes du ciel, mais toutes petites parties, donc il n'a pas du tout fait la cartographie du ciel. La différence entre Hubble et Euclide, c'est que Euclide va regarder des grands champs. On va regarder pratiquement tout le ciel observable. Donc on va détecter 12 milliards de galaxies. Actuellement, pour donner des ordres de grandeur, on connaît, avec tous les relevés de galaxies qu'on a fait, on connaît des millions de galaxies, mais pas encore 12 milliards. Donc là, on voit qu'on est en train de faire un progrès énorme. Et donc, l'idée, c'est d'avoir, par exemple, des galaxies à toutes les époques. Et ce qui va nous permettre, si on a extrêmement de précision, donc avec la statistique du nombre de galaxies, on va avoir énormément de précision et on va pouvoir avoir, et on a des traceurs comme ça, de distance et de taille, on va pouvoir avoir la forme de l'expansion de l'univers en fonction du temps. Alors, on sait que... on va parler peut-être d'énergie noire, là on est obligé. Oui. C'est qu'il y a eu en effet dans un Big Bang une expansion au départ qui était très forte et puis ensuite qui se décélère. Alors ça décélère, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de matière en fait dans l'univers et donc on pensait qu'il y avait seulement une décélération et récemment, il y a 20-25 ans, on a détecté que finalement cette expansion s'accélérait à nouveau et on a été obligé d'inventer cette énergie noire qui est finalement le pendant de la matière noire un petit peu, hein. Mais elle fait, cette énergie noire, 70% du contenu de l'univers. Donc le Euclide, qui va nous donner cette loi de l'expansion en fonction du temps, va nous donner la nature de l'énergie noire, et puis aussi, par comparaison, avec un petit peu la nature de la matière noire. Et on a des rendez-vous avec Euclide? Il y a des rendez-vous qui sont prévus? Oui. Il est parti, donc il va donner des résultats progressivement. Mais pour avoir les 12 milliards, il va falloir attendre 5 ans. Donc en 2030, on aura tout. On aura la nature de l'énergie noire. Est-ce que c'est vraiment
un cinquième élément, comme on l'a dit, ou alors une constante cosmologique, comme l'avait prédit Einstein au début du XXe siècle, qui ensuite, il avait dit que c'était la plus grande erreur de sa vie, parce qu'on n'avait plus besoin de cette constante, mais maintenant, on en a besoin à nouveau. De nouveau, oui. Donc, ça revient. Donc, on vit une période extrêmement intéressante, passionnante. Vous qui avez une carrière de chercheuse, ça doit être un moment particulièrement excitant. C'est exactement passionnant. Ouais. Et c'est pour ça que je continue à travailler. Je ne m'arrêterai jamais parce qu'on a préparé pendant 10 ans ou 20 ans tous ces télescopes qui arrivent maintenant. Et on a peut-être la solution au problème qui arrive. Alors, je n'ai pas parlé dans Euclide. Ce qu'on voit aussi, c'est les lentilles gravitationnelles. Mm-hmm. Les lentilles gravitationnelles, on les a depuis des dizaines d'années. Et c'est ça qui nous permet de faire des cartographies de matière noire, puisque on regarde des galaxies de fond. Alors, les galaxies de fond, il y en a des milliers, des milliards. Et puis, on regarde si entre les galaxies de fond et nous, sur la ligne de visée, il y a de la matière noire. Et cette matière va, par sa gravité, dévier les rayons lumineux. Donc, on fait une cartographie des galaxies de fond, en fait, celles qui sont visibles, et on en déduit par leur déformation. Alors, c'est comme si on regardait, en fait, quand on regarde l'univers, c'est comme si on regarde dans un tesson de bouteille, oui. Un paysage. Et le paysage, il est déformé. Il y a des déformations qui sont dues à la lentille optique de ce tesson de bouteille, si vous voulez. Donc là, on a, à chaque fois qu'on regarde très loin dans l'univers, on voit les galaxies se déforment. Alors, si on a un amas de galaxies qui est sur la ligne de visée, les déformations sont très fortes. On peut avoir un anneau d'Einstein, une galaxie qui, au lieu d'être un point, devient un anneau. Ou alors, on a des arcs, si ce n'est pas exactement coïncident. Ou alors, on a les milliers de galaxies sont déformées légèrement. Et donc, on peut faire un petit peu comme vous avez une carte du champ magnétique avec de la limaille de fer. Là, vous avez toutes ces petites galaxies qui sont comme de la limaille de fer qui s'orientent. Oui. Et on peut en déduire la cartographie de la matière invisible. Donc, finalement, elle devient visible grâce à ces lentilles gravitationnelles. Donc, avec Euclide, on a énormément de lentilles gravitationnelles. On va multiplier par 100 le nombre de lentilles gravitationnelles. Et donc, on aura des cartographies de matière invisible partout. On saura vraiment encore plus la nature de cette matière noire. Il y a une masse de données donc énorme qui va arriver jusqu'aux chercheurs. Comment est-ce que ça va fonctionner ? C'est un grand. Je sais que ces recherches-là sont très internationales. Ça va être des grandes collaborations. Oui. Alors c'est déjà ça. Hein. Les astronomes ont été parmi les premiers à avoir des collaborations internationales. Oui. Déjà en 1960, on a construit des télescopes au Chili, parce qu'en fait, tous les Européens avaient leur petit télescope dans chaque pays, mais pour aller dans l'hémisphère sud et regarder la moitié du ciel, il fallait vraiment unir ses forces. Donc on a des télescopes européens qui sont les plus grands au monde. On a donc battu les États-Unis, parce que quand même, l'union fait la force, pour une fois que l'Europe se met ensemble. Donc on est en train de construire un télescope de 40 mètres de diamètre optique, alors que les plus grands aujourd'hui sont de l'ordre de 10 mètres. Donc on avait déjà au Chili 4 télescopes de 8 mètres dans l'ESO. Maintenant, l'ESO aura le plus grand télescope optique au monde. Et puis, en radioastronomie aussi, on fait aussi des lentilles gravitationnelles. On fait exactement la même chose que Euclide, mais avec d'autres traceurs, pas seulement les galaxies optiques, mais les galaxies radio, avec l'hydrogène atomique à 21 cm, dont je parlais tout à l'heure, donc la matière noire qui est tracée par l'hydrogène. Et ces radiotélescopes, cette fois-ci, on a une collaboration mondiale, c'est-à-dire qu'on construit un télescope qui fait 1 km², on appelle SKA, Square Kilometer Array, et il est à la fois en Australie et en Afrique du Sud. Et il n'y a pas que l'Europe cette fois-ci, il y a le Canada, l'Inde, la Chine. La Chine entre dans la collaboration mondiale. Il y a évidemment l'Australie et l'Afrique du Sud. Donc vous voyez, maintenant, il y a un télescope mondial, on ne fait plus de compétition. On est obligé de mettre tout le monde ensemble dans le même bateau. Et donc ce télescope SKA va être opérationnel en 2028 déjà. 2028, ok. Et donc va nous donner toutes les lentilles gravitationnelles et aussi la même loi d'expansion de l'univers que Euclide, mais avec d'autres traceurs. Donc on va pouvoir comparer, ce sera tout à fait complémentaire. Donc là, on travaille beaucoup pour obtenir ça et avoir la solution à notre énergie noire et matière noire. Donc on vous entend, 2028, 2030, on a vraiment l'impression qu'on va pouvoir assister à une véritable révolution. Donc si on trouve la matière noire, si on trouve de quoi elle est faite ce jour-là, qu'est-ce que ça ferait ? Qu'est-ce qui se passerait ? Alors là, il y aura un bouleversement de la physique, parce qu'on aura des particules différentes que l'on n'a pas vues dans les accélérateurs. Est-ce qu'on a une supersymétrie qu'on n'a pas vue ?
Là, je pense que Qu'est-ce qu'on tout a raté, est ouvert. Tout Et est là, ouvert. peut-être, on peut quand même parler Oui, de l'alternative. exactement, parce que si on ne la trouve pas aussi, Parce que si on ne la trouve qu'est-ce pas, qu'on il y a un fait problème. Si on tourne il y a un problème. Il Alors, y a un problème. qu'est-ce qu'on fait Et depuis très Qu'est-ce qu'on longtemps, pourrait ce n'est pas nouveau, mais jusqu'à présent, ce n'était pas très développé. Déjà dans les années 80, lorsqu'on s'est aperçu que la matière invisible était faite de particules exotiques, il y avait certaines voix qui disaient que peut-être on n'aurait peut-être pas besoin de matière noire. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de changer la loi de la gravité, parce que finalement, il y a de la matière noire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas forcément une nécessité dans le système solaire. Dans le système solaire, on voit bien que la trajectoire des planètes n'a pas besoin de matière invisible. Par contre, on en a besoin lorsqu'on va au bout de la galaxie. Et donc, il n'y a que les astronomes qui peuvent s'apercevoir de cette matière invisible. Et en fait, quand on regarde bien, c'est au bout de la galaxie parce que notre galaxie est très massive. Dans les galaxies naines, on a besoin de matière noire dès le centre de la galaxie. Pourquoi ? Parce que l'accélération de la gravité est faible. Il n'y a pas beaucoup de masse, c'est une galaxie toute petite. Donc, dès le centre, on a besoin de matière... D'explication, d'expliquer avec la matière noire. Donc, en fait, on s'est aperçu, en faisant beaucoup de statistiques sur beaucoup de galaxies, que cette matière invisible, on n'en a besoin qu'en champ de gravité faible. D'où l'idée de changer la gravité qu'en champ faible. En champ faible, ça veut dire 10 ordres de grandeur en dessous de ce qu'on connaît dans le système solaire. Donc, on ne peut pas l'expérimenter dans le système solaire. Dans le système solaire, la loi d'Einstein et de Newton sont tout à fait valables. On ne la remet pas en cause. Par contre, on la remet en cause en champ faible. Et donc, si on modifie la gravité en champ faible, alors ça nous booste la gravité et on n'a plus besoin de matière invisible. Donc, c'est une dégénérescence. Soit on prend la loi qui descend en 1 sur R2, on a besoin de beaucoup de matière, soit elle ne descend plus en 1 sur R2, mais en 1 sur R, par exemple, et on n'a plus besoin de matière noire. Et donc ça, c'est l'alternative gravité modifiée, qui finalement, à un moment donné, les gens avaient quand même été très réticents à remettre Einstein en cause, parce que Einstein, d'abord, c'est un génie, c'était encore toujours un génie, mais aussi, c'était très difficile de changer cette super loi de la relativité générale qui est très symétrique, qui est très jolie théoriquement. Et puis, en 1998 est arrivée l'énergie noire qu'on a détectée. Et là, il a fallu remettre en cause de toute façon Einstein, parce que cette constante cosmologique, même si c'est une constante cosmologique, ou bien alors un 5e élément, il fallait remettre ça en cause. Donc finalement, c'est un petit peu c'était une première entaille, quoi. Voilà, c'est une première entaille. Et donc, beaucoup plus d'astronomes se sont mis à essayer de calculer des modèles de matière noire aussi, qui pourraient peut-être... Alors, il y a beaucoup de paramètres libres à ce moment-là. Si on se donne la liberté de changer, que le tenseur n'est plus diagonal, etc., on peut avoir plein de paramètres libres. Donc, on peut les adapter pour que, en champ faible, il y ait de la matière noire, et puis en champ un peu plus étendu, pour l'énergie noire, la même modification de gravité fasse les deux. Donc, on appelle ça secteur noir. Énergie noire et matière noire. Et donc, la gravité modifiée pourrait résoudre les deux problèmes. On n'aurait pas de secteur noir du tout. D'accord. Et en termes d'équilibre, en tout cas de nombre de cerveaux qui se sont mis sur ce sujet un peu plus radical, Alors ça s'est développé énormément, mais c'est quand même pas la majorité. D'accord. C'est quand même non conventionnel. C'est développé plus pour l'énergie noire, finalement. Ça a été beaucoup plus... parce que c'est quand même complètement inconnu. Donc, finalement, les cosmologistes pouvaient faire un petit peu inventer des tas de... quand on regarde les travaux qui sont publiés chaque jour dans l'archive, on voit qu'il y a des idées nouvelles qui arrivent. Enfin, il y a énormément d'imagination chez les astrophysiciens et chez les physiciens théoriciens. Donc, il y a des modèles qui sont des quintessences, des kénessences, des galiléons, des caméléons, etc. Il y a plein de champs scalaires qu'on invente qui ont des particularités et qui doivent être contraints par les observations. Donc, Euclide et SKA pourront apporter des contraintes à ces modèles. Et puis, il y a aussi un événement qui est arrivé en 2017, qui était les fusions de trous noirs et les fusions d'étoiles à neutrons. On s'est aperçu, on a d'abord détecté beaucoup d'ondes gravitationnelles dues à la fusion de trous noirs, mais la fusion de trous noirs, comme tout est noir, la lumière est avalée par le trou noir et on ne voit pas d'ondes électromagnétiques qui accompagnent l'événement. Par contre, lorsque vous fusionnez deux étoiles à neutrons, il n'y a pas d'horizon, vous n'avez pas de trou noir, et donc en même temps que vous avez des ondes gravitationnelles, vous avez aussi des ondes électromagnétiques. Et on a détecté de ces ondes électromagnétiques en rayons gamma qui sont arrivées
à la seconde près, quelques secondes près, après 150 milliards d'années. Non, 50 milliards, enfin non, parce qu'on fait ça. Et puis, elles sont arrivées au même moment. Donc, on a déduit de cette expérience que la vitesse de la lumière et la vitesse des ondes gravitationnelles étaient exactement la même, à une très très grande précision. Et ça a eu le bonheur d'éliminer une grande partie de théories de gravité modifiée qui n'avaient pas prévu la même vitesse des ondes gravitationnelles et des ondes électromagnétiques. Et ça, c'est 2017, c'est voilà. ce que vous disiez. Donc on a vraiment Donc, cette impression. On a réduit tout d'un coup. Ça a été un bonheur parce qu'il y avait tellement de théories qu'il valait mieux en éliminer quelques-unes. J'allais justement vous demander, tout au long de votre carrière, est-ce qu'il y a eu des moments de doute vous êtes, On doute tous les jours, il n'y a pas que des moments. Mais de grands doutes, c'est vrai, bien sûr. Oui, on est toujours en train de dire, bon, est-ce que ce qu'on fait est valable ou pas, mais on essaie de mettre des contraintes. Et de toute façon, même si c'est négatif, il y a toujours un résultat. On élimine quelques... Et donc, on restreint l'espace des possibles. Et donc, c'est ainsi qu'on va pouvoir converger quelque part. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je suis certaine qu'il y a des questions, Boris, dans la salle. On peut déjà applaudir. On va prendre les questions dans la salle. Oui, on va vous donner un micro qui va sans doute marcher mieux que le mien. Voilà. Bonjour. On entend sans arrêt parler de nouveaux trous noirs, de trous noirs invisibles. On a l'impression qu'il y en a toujours plus. Et je voulais savoir dans quelle mesure ça pourrait contribuer à cette matière noire. Oui, c'est une bonne question. On s'était posé la question au début, mais le nombre de trous noirs qu'on mesure, il est très faible. Très faible. En fait, bon, il y a deux sortes de trous noirs. Il y a des petits trous noirs de masse stellaire, comparaison à 3 masses solaires ou bien jusqu'à 60 masses solaires, donc stellaires. Et ceux-là viennent de la fin de vie d'une étoile massive. L'enveloppe est éjectée et ensuite le centre se concentre tellement fort qu'il finit en trou noir. Pour ça, il y en a peut-être des milliards dans la Voie lactée, puisqu'il y a 300 milliards d'étoiles. Quelques étoiles massives vont faire des trous noirs. Donc on est quand même entouré de milliards de trous noirs dans la Voie lactée qui tournent autour du centre. Par contre, il y a un trou noir supermassif dans chaque galaxie. Ça fait des millions et des milliards de masses solaires. Ça, c'est vraiment l'accumulation. Et il est obligé de tomber au centre parce qu'il est tellement lourd qu'il va spiraler vers le centre de toute façon. Donc, le trou noir supermassif est toujours au centre des galaxies. Mais il faut se rendre compte que ce trou noir supermassif, ça a beau être des milliards de masses solaires, c'est même pas 0,2% de la masse de la galaxie. 0,2%. Donc, ça veut dire que par rapport à la masse visible, c'est très, 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 très petit. C'est bien plus petit que toute la masse des galaxies que l'on voit. Or, comme la matière noire, elle est bien supérieure, c'est pas possible. Donc, tous les trous noirs qu'on connaît, ce n'est pas possible. Alors, on a eu une hypothèse de trous noirs primordiaux qui se seraient formés au début de l'univers, un petit peu dans la première seconde. Et ça, on pourrait peut-être en supposer encore. Mais là, on a fait des expériences de l'antigravitationnel, par exemple Eros, etc., qui ont éliminé pratiquement toutes les masses possibles de ces trous noirs primordiaux. Et on pense que maintenant, là, même s'ils existaient, d'ailleurs, on ne sait même pas s'ils existent, mais même s'ils existaient, ce serait une fraction négligeable de la matière noire aujourd'hui. Donc on peut être tranquille, la matière noire n'est pas faite de trous noirs. Une autre question dans la salle. Monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour. Merci pour cette très très belle présentation. J'ai beaucoup de respect pour Albert Einstein, je pense comme tout le monde, mais lui-même a reconnu avoir fait la plus grande erreur de sa vie, mais il a aussi décrété que les terres luminifères n'existaient pas, donc je pense qu'il ne faut pas l'aduler au point de ne pas remettre en cause des choses qui sont de l'ordre de ces découvertes qui étaient exceptionnelles, géniales. La science est faite pour avancer et je pense que vous y participez tous les jours. Moi, je me demande quand, effectivement, s'il y a une limite qui s'impose pour que un nombre toujours plus grand d'astrophysiciens se mettent à chercher dans des directions qui sont un petit peu non conventionnelles. Mais Alain Aspect l'a bien montré, par ses expériences, que c'était plutôt Niels Bohr qui avait raison plutôt qu'Einstein. Donc je pense que
c'est le respecter que de le remettre en cause, je pense. Voilà. Oui, oui, vous avez raison. Mais je pense que de plus en plus de personnes travaillent dans cette direction. Le problème, c'est que c'est très difficile. En fait, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui ont été proposés. Et très souvent, ils sont un peu incohérents. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a des masses négatives qu'on appelle fantômes. Donc, il faut d'abord une théorie qui n'ait pas de fantômes. Et puis, c'est assez complexe. Alors, il y a une théorie qui s'appelle monde, qui marche très très bien pour les galaxies, ne marche pas pour les amas de galaxies. Et puis pour le début de l'univers, il y avait quelques problèmes qui viennent d'être résolus. Donc on a trouvé la bonne choix de champ scalaire pour qu'on puisse expliquer tout le début de l'univers, la formation des galaxies, qui se fait d'abord par la matière noire, normalement, dans le modèle standard. Et là, comme il y a un boost de gravité au début, on n'a pas besoin de matière noire pour former les galaxies, etc. Donc ça progresse de plus en plus, mais il faut dire qu'il y a beau avoir pas mal de modèles et d'astrophysiciens qui travaillent, c'est très très compliqué de remettre en cause la relativité générale, qui est déjà complexe en soi. Hein. Donc ça prend du temps, mais de plus en plus, on y vient. Alors au début, en effet, c'était tellement non conventionnel qu'on n'osait pas mettre un étudiant dessus, parce qu'au bout de 3 ans, il n'aurait pas eu de résultat. Et pour avoir des post-docs et puis faire une carrière. Par contre, les seniors en fin de carrière n'ont aucun risque, et donc on peut s'y mettre. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public? Oui, monsieur, on va vous donner un micro. Ici, monsieur au deuxième rang. Ma question va peut-être être stupide, mais moi j'ai lu les théories de Stephen Hawking avec l'évaporation des trous noirs, où on voit la fluctuation du vide quantique avec matière et antimatière, et l'antimatière ayant une masse aussi, elle peut être absorbée par les trous noirs. Est-ce que cette fluctuation quantique du vide en elle-même ne fait pas de ce fait avoir une masse au vide? Eh bien, justement, on pensait que cette énergie noire, c'était l'énergie du vide. D'ailleurs, même Pauli, avant même tous ces problèmes de matière noire, lorsque Pauli, au début du XXe siècle, avait conscience de l'incertitude d'Heisenberg, donc on pouvait, dans un très petit temps, un temps très très court, avoir beaucoup de fluctuations d'énergie, comme vous le dites, de l'énergie du vide. Il avait pensé que la constante cosmologique qu'avait proposée Einstein était peut-être l'énergie du vide quantique. Et donc déjà, il avait calculé, si on extrapole l'énergie du vide quantique qu'on a dans le laboratoire à tout l'univers, qu'est-ce que ça ferait? Eh bien, on est tombé sur une énergie tellement grande que c'était 10 puissance 100 fois l'énergie que l'on mesure aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on mesure l'énergie du vide. Ça, on le sait qu'elle existe, on la mesure. Mais ça ne peut pas être le vide quantique. Alors, on l'a un petit peu perfectionné, cette mesure, par rapport à Pauli, puisqu'on a obtenu les quarks, la chromodynamique quantique. Et on a toujours 50 à 100 ordres de grandeur. Donc, si on extrapole la mécanique quantique à l'univers, on a une énergie noire qui est 50 à 100 ordres de grandeur de plus que l'énergie noire que les astronomes mesurent. Donc, ça ne marche pas du tout. On se plante complètement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris l'interaction entre la gravité et la mécanique quantique. Et ça, justement, par rapport au trou noir, on sait bien qu'il y a en effet cette gravité quantique qu'on n'est pas arrivé à résoudre. Ça fait un siècle qu'on y est. Et il y a peut-être des gravités à boucle, ou bien les cordes cosmiques, enfin les cordes, la théorie des cordes. Mais la théorie des cordes n'a rien donné. On n'a pas pu prédire quoi que ce soit, ça ne marche pas. Donc c'est une très belle théorie, mais qui ne marche pas avec une observation. Donc on en est encore là. Personne n'a encore trouvé une théorie qui puisse marier gravité et quantique. Et donc c'est peut-être là le problème. Merci encore, Madame Combe. Merci beaucoup. On vous applaudit à nouveau. Alors, si vous souhaitez prolonger la discussion, Madame Combe dédicace tout de suite ses ouvrages Trou noir et quasar, le Big Bang, la matière noire clé de l'univers. Ça se passe juste à côté, dans le hall. On se retrouve dans quelques instants. Il sera question de faisceau d'ions. À tout de suite.